Hem, donc ouais, l'idée, de ce webinaire, c'était, de donner finalement quelques billes, quelques conseils, à d'autres, anciens SK comme moi, sur comment repenser son business model pour le monde d'après. Alors le monde d'après, évidemment, on en a beaucoup parlé, pendant le confinement. Il en reste peut-être pas grand-chose de ce qu'on avait imaginé, pendant, pendant le confinement justement. Et l'idée, ça va être justement, de vous donner en tout cas des billes de ce qui me semble essentiel pour repenser son business model aujourd'hui parce que, bah, on va le voir, mais, on sait qu'on ne peut pas continuer, de la même façon, à créer de la valeur comme ça. Il va falloir être un petit peu plus, différent et je pense qu'on peut amener beaucoup de valeur, de cette façon-là. Alors, encore une fois, hein, surtout n'hésitez pas à poser des questions, via le chat au fur et à mesure et puis j'essaierai de rebondir dessus au fur et à mesure. Alors, donc comme je vous disais, moi je suis, Brieuc, je suis, diplômé, de l'ESCA en 2008 et en 2012, j'ai créé, Circulab qui est une agence de conseil et un studio de design pour, accompagner, les entreprises à repenser, leur business model, leurs produits, leurs services avec l'économie circulaire. Alors pour faire très court, hein, le Circulab, c'est aussi une communauté, de consultants et d'agences qui, sont fédérés autour de cette méthode qu'on a créée en 2014, qui, sont présents sur les 5 continents. Ce sont à la fois des ingénieurs, des marketeurs, des biologistes, des designers qui appliquent l'économie circulaire auprès de leurs clients, que ce soit, des entreprises, des universités, des organisations, des collectivités locales. Voilà un petit peu parce que finalement, on va le voir, il est important, d'agir sur notre activité économique. Voilà aussi quelques références avec lesquelles on travaille. Donc l'idée déjà, c'est tout simplement rappeler, qu'est-ce qu'on imaginait par ce monde d'après et surtout, bah, tout simplement mettre des points, des éléments qu'on va devoir traiter tous ensemble, parce que, bah, finalement, on est tous dans le même bateau. Finalement, cet épisode du Covid-19, ça a mis en avant pas mal de faiblesses. La première, c'est, bah, voilà, tout simplement, ce sont des chaînes de valeur qui sont complètement interdépendantes, qui sont complètement, délocaliser, des chaînes, enfin des lieux de consommation, si bien que n'importe quelle entreprise, pouvait être affectée. On l'a vu, que ce soit pour, Apple notamment qui a eu des résultats économiques qui étaient impactés du fait que, ses sources de, production, bah, étaient complètement impactées par, les confinements, en Chine. Eh bien, bah, si c'est le cas pour Apple, ça a été le cas pour beaucoup d'autres entreprises et ça, mine de rien, ça va affecter pas mal de façons de penser. On l'a vu, hein, notamment même pour les médicaments. L'Europe n'était pas du tout en mesure finalement d'être autonome, pour les médicaments, pour les masques, on l'a vu également et ça, finalement, ça ne peut pas continuer comme ça. Il va falloir vraiment réfléchir différemment. Ensuite, on l'a dit et ça c'est lié au premier sujet, c'est qu'il y a un vrai manque d'autonomie industrielle. Il y a un vrai manque d'autonomie industrielle, c'est-à-dire que là, on se rendait compte aussi que, vous aviez par exemple des infirmières qui étaient, complètement non équipées, qui se retrouvaient à faire, des blouses avec des sacs poubelles. Enfin, ce qui est à l'échelle de la 5e puissance mondiale est quand même, pour le moins original et donc c'est aussi un autre aspect que le Covid-19 a mis en avant. Et puis surtout, et c'est tout bête, mais c'est tout aussi, fondamental, c'est les fragilités de notre système alimentaire. On s'est rendu compte que avec le confinement, la fermeture des frontières, tous les saisonniers, dont dépendait notre système, alimentaire, de l'ordre de 200 000 personnes, bah, en fait, on n'était pas du tout en mesure, de pouvoir approvisionner normalement, les supermarchés, les différents, canaux de distribution de l'alimentation. Alors la résilience alimentaire, c'est un sujet, à part entière, mais l'idée, c'est aussi de mettre en avant certains points et celui-là, on pourra y passer des heures et des heures. Malheureusement, cet épisode-là, c'est un petit épisode et malheureusement, ce n'est qu'un aperçu. C'est-à-dire qu'évidemment, il va y avoir toute la récession, économique, potentielle qui va découler de cet épisode-là et puis surtout, un épisode qu'on commence tout juste à bien sentir, c'est tout ce qui est lié au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça devient très concret. Encore, récemment, ces derniers jours, dans le nord de la Russie,
on a vu qu'on avait des écarts de température de 35 degrés par rapport à la normale. D'habitude, c'est une zone qui devrait être aux alentours de 0 degré. Là, on était aux alentours de 35 degrés. Donc, je pense qu'on est tout juste en train de vraiment réaliser ce que ça va impacter. Et puis surtout, en fait, on va avoir de plus en plus de problèmes comme celui-ci, mais surtout de moins en moins de ressources à disposition. Là, par exemple, c'est une rapide revue de presse, disons, d'il y a quelques semaines, où en fait, on se rend compte que sur les denrées alimentaires, bah, il y a déjà des sécheresses en avril-mai dans des pays comme l'Allemagne, dans la Belgique, même dans le nord-est de la France. Et puis, en conséquence de ça, vous avez aussi des pays qui arrêtent l'exportation de blé. Et donc, vous avez quand même de l'autre côté des pays qui sont très, très dépendants de ces importations pour le coup comme l'Égypte ou l'Iran. On l'a vu il y a une dizaine d'années, hein, le printemps arabe a été principalement provoqué par des chutes d'importation de blé dans ces pays-là dues à une augmentation des prix. Et donc finalement, ce genre d'épisodes, comme le printemps arabe il y a 10 ans en Égypte, bah, en fait, vont être amenés à se reproduire de plus en plus, puisqu'on aura de moins en moins de denrées alimentaires, en l'occurrence. Et ça, malheureusement, ça peut être le cas sur beaucoup d'autres ressources. Et puis surtout, il y a une autre matière qu'on a tendance à oublier, mais pourtant qui est essentielle pour à peu près tout ce qu'on utilise autour de nous, c'est le pétrole. Et le pétrole, finalement, de plus en plus d'études tendent à prouver que le pic de production du pétrole a été dépassé en 2018 et finalement, tout cet impact, enfin, toute cette disparition, cette chute progressive des approvisionnements en pétrole, bah, ça va avoir un impact sur toutes les chaînes de valeur, d'autant plus si elles sont, comment dirais-je, délocalisées, complètement pardon, dispersées. Et ça, c'est vraiment important d'intégrer le fait que le coût de transport, bah, il ne sera pas du tout le même dans les années à venir. Pour vous donner un petit ordre d'idée, hein, un produit Zara va en moyenne dans 5 pays différents avant d'arriver dans votre rayon. Donc, on se rend bien compte qu'on est à chaque fois non seulement sur des chaînes d'approvisionnement qui sont très très longues, très très dispersées, et puis surtout, à chaque fois, on est sur du juste à temps, sur des stocks très très limités, de façon à chaque fois optimiser tout ce qu'on a à disposition. Et puis, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, hein, ça c'est le relevé de température pour le mois dernier ouais, à l'échelle mondiale. Vous voyez que les écarts, notamment au niveau des pôles, sont délirants. Et puis, on s'est retrouvé avec des températures estivales en Europe, avec les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, bah, enfin, quand c'est l'été chez nous, c'est l'hiver chez d'autres et inversement. L'Australie, on l'a bien vu cet hiver, a eu un été incroyable dans le sens où, vous voyez, ça c'était le relevé satellite avec tous les feux qui ont eu là-bas. Les feux, mine de rien, bah, non seulement c'est triste parce que ça détruit toute la biodiversité sur place, mais en plus ça émet une quantité de carbone délirante. Et donc finalement, tous ces aspects-là vont dans un mauvais sens, c'est-à-dire que c'est un cercle vicieux qui s'alimente et qui ne cesse de continuer comme ça. Et donc, sachant que aujourd'hui, on sait que d'ici à 2040, on va atteindre les 2 degrés, c'est plus négociable, en fait, c'est de la physique, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Donc il va y avoir d'autres épisodes bien plus compliqués à gérer, mais en plus, sachant qu'on est déjà à 1 degré, mais en plus, la difficulté, si vous voulez, c'est qu'il va falloir anticiper ça et se dire que tous nos efforts peuvent apparaître finalement en termes de conséquences positives ou négatives seulement à partir de 2040. Et ça, c'est vraiment des aspects qui sont clés dans le sens où si on ne gère pas ça, bah, on se grille nos dernières cartouches dans le sens où c'est un peu nos dernières chances d'agir. Et donc, la véritable guerre, c'est celle-là, hein. C'est pas un virus comme il va y en avoir malheureusement peut-être beaucoup d'autres. C'est la guerre du changement climatique. C'est tout simplement se dire aussi qu'on va avoir à faire face à une raréfaction des ressources. Et ça, c'est essentiel de se dire que contrairement à tout le XXe siècle où le cours des matières premières a continuellement baissé, eh bien, on va être sur une époque où finalement les ressources vont retrouver une certaine valeur. On se rend déjà compte de ça, dans le sens où, comme je vous le disais, pendant tout le XXe siècle, le cours des matières premières a continuellement baissé. Et depuis le début des années 2000 jusqu'en 2015, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, le cours des matières premières a retrouvé son niveau moyen de 1900.
Donc ça, on en est tout juste à retrouver un niveau, qu'on avait à la fin du 18e siècle, enfin du 19e siècle, pardon. 19e. Oui et donc c'est ça qui est dingue, c'est que finalement, on arrive à tout juste à comprendre que les ressources, bah, vont, vraiment augmenter et en plus, comme on aura de moins en moins de pétrole et bien, ça va être de plus en plus difficile. D'où l'idée finalement de se dire que non seulement ça dépend de nous, mais qu'il va falloir agir, avoir des réflexes différents de façon à ce que les entreprises évoluent dans un meilleur sens, mais surtout faire en sorte que toute cette activité économique, elle ait des impacts aussi positifs sur les territoires sur lesquels elle évolue, et puis sur les écosystèmes vivants desquels on dépend, hein, c'est-à-dire toute l'eau, l'oxygène, etc., dont on a véritablement besoin. Et donc, repenser cette économie, bah, ça devient essentiel. Je pense que plus que repenser l'économie, il faut peut-être replacer l'économie dans un véritable contexte. C'est-à-dire que si on se considère tous un petit peu passagers de ce vaisseau spatial assez exceptionnel qui est la planète Terre, eh bien, il faut aussi se dire bah, comment finalement cette planète Terre a évolué depuis qu'elle existe. Alors, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a son micro activé, et d'autres peuvent le faire évidemment. Je vous invite à nous dire depuis combien de temps, selon vous, les systèmes vivants, cette planète Terre a évolué, enfin depuis quand elle est apparue finalement? Depuis toujours. Depuis toujours, non. Il y a une date, il y a un début. 4 milliards d'années? Quelques milliards, effectivement. Plus précisément, on peut aller même sur du, pardon, hop, on va y arriver, 4,6 milliards d'années. Alors 4,6 milliards d'années, sachant que quand on va faire les cours d'histoire, on doit faire tout au plus quelques milliers. C'est très difficile, nous, en tant qu'humains, de se dire qu'il y a eu un avant. Et pourtant, l'avant a duré bien plus longtemps que notre présence. Et justement, si on essaye d'estimer notre présence, alors on ne va pas parler en milliards d'années, mais on va se dire c'est 4,6 milliards d'années, considérons que ce soit 46 ans. C'est assez arbitraire, mais au moins ce sera peut-être plus facile de travailler avec ça. Sur 46 ans, avez-vous une idée de quand l'espèce humaine est arrivée sur ce vaisseau spatial qu'est la planète Terre? Il y a un Non, pas jour, d'idée. Alors, un jour, euh, alors dans le chat, il y a quelques millièmes de seconde, un jour où effectivement, 40, au bout de 45,99. Effectivement, on n'en est pas loin. On est arrivé finalement il y a 4 heures. Donc, en termes d'économie et de priorité, finalement, je pense que ça resitue bien le sujet, c'est-à-dire que on est une espèce parmi tant d'autres et il va falloir faire en sorte de se réintégrer dans ces écosystèmes naturels, dans le sens où finalement, eux peuvent très bien faire sans nous, mais nous, on ne peut pas faire sans eux. Et donc, si notre économie, elle est juste là pour créer de la valeur économique, eh bien, on va forcément continuer à se déconnecter de cet écosystème. Et finalement, comme 99% des espèces qui étaient sur cette planète, on va disparaître. Je pense que c'est assez, enfin, je suis conscient que c'est pas le genre de choses qu'on dit souvent en école de commerce, mais je pense qu'arrive un moment, il faut qu'on se dise vraiment les choses dans le sens où il y a de plus en plus d'études qui le prouvent et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, on fait partie d'un système complexe, et ce système complexe, on l'a vu, a une évolution assez exceptionnelle. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'un système complexe, quand on regarde la théorie de la pensée systémique, finalement, les systèmes ne peuvent pas évoluer si on considère seulement un critère. Nous, on ne considère que le critère économique, on l'a dit, mais il faut, pourquoi pas, intégrer les critères sociaux, environnementaux, parce que de plus en plus, on peut créer de la valeur, pas seulement économique, mais aussi de la valeur sociale et environnementale. Et ça nous permet finalement de se réintégrer dans ces écosystèmes, de faire attention à l'utilisation de nos ressources, faire attention aussi aux écosystèmes sur lesquels on évolue. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à des choses beaucoup plus cohérentes.
Et donc, bon, ça je viens de vous le dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir faire en sorte finalement de changer nos grilles de lecture. Ça, c'est une grille de lecture qu'on utilise assez régulièrement, c'est de dire, bah, sortons du tout business, et se dire, bah, réintégrons aussi, considérons la technique, la technologie, les savoir-faire finalement dont on a besoin pour faire nos produits et services. Intégrons, comme beaucoup le font, l'humain, l'utilisateur, hein. Est-ce que notre produit est désirable? Est-ce qu'il est ergonomique? Est-ce qu'il est esthétique? Est-ce que, ça a du sens tout simplement? Est-ce qu'il a des impacts aussi sanitaires? Ça, vous avez pas mal d'entreprises, hein, qui arrivent à bien utiliser ces 3 sphères-là, comme Apple, j'y reviens, mais comme Nespresso, comme Google, qui sont assez performantes là-dessus. Néanmoins, la plupart, ne considèrent pas le quatrième aspect, les écosystèmes vivants, tout l'aspect ressources finalement, dont on a tous besoin et que ce soit pour les terres rares, de nos smartphones ou de nos ordinateurs ou les denrées alimentaires, on a tous besoin de ces ressources-là. Et donc, c'est comme, on ne peut pas continuer à vivre, uniquement, avec un compte, épargne, enfin un livret d'épargne. Il faut aussi, faire en sorte d'utiliser du renouvelable, d'avoir un salaire et cetera. Donc c'est vraiment essentiel de se dire: «Bah, sortons de cet état d'esprit, de cette dynamique où on est tout le temps sur une logique de stock qu'on va vider, alors qu'il faut être sur une logique de flux avec des ressources qui vont être continuellement renouvelées, réutilisées, parce que finalement, c'est comme ça que fonctionnent les écosystèmes vivants. Alors justement, pour permettre à n'importe quelle entreprise de faire ça, de penser différemment d'anticiper cette dynamique de la raréfaction des ressources et de créer des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs, eh bien, on a créé ce qu'on appelle le Circular Canvas. Alors le Circular Canvas, ça se présente comme ça, mais c'est avant tout un outil d'analyse pour l'organisation, parce que ça permet vraiment de voir comment elle crée de la valeur, hein, pas uniquement de la valeur économique, vous m'avez compris, mais aussi identifier, prévenir des impacts, dans le sens où on va considérer toutes les étapes de vie du produit, pas uniquement la phase de distribution, enfin d'utilisation avec les différents clients. On va considérer l'approvisionnement, le choix des matières, on va considérer aussi la fabrication, la distribution et puis surtout, ce qu'on oublie souvent, la fin de vie du produit ou de ses composants ou de ses packaging. Aujourd'hui, on sait que 80 des impacts environnementaux se jouent au moment où on conçoit le produit. Malheureusement, quand on conçoit le produit, on conçoit pour l'utilisateur, mais on ne conçoit pas pour l'utilisateur en prenant en compte le système qui l'entoure. Donc, quelles sont les ressources à disposition, quelles sont les façons qu'on a de produire, etc., etc. Et cetera. Et ça, c'est vraiment essentiel de se dire, bah, on peut créer des impacts positifs en concevant, en choisissant différents choix de production. Et donc cet outil-là, il permet aussi effectivement de prendre du recul parce que, bah, on a vraiment besoin de voir les choses de façon systémique et non pas de façon, linéaire. Et puis ce qui est intéressant aussi avec cet outil, c'est que ça peut vous permettre, de l'appliquer, à n'importe quel business model, un produit, un service, un type de client, un partenaire, un équipement, typiquement si vous avez, une usine, un point de vente et cetera, bah, en fait, à chaque fois, vous avez des activités clés, des ressources qui sont liées, on va le voir en détail et surtout une proposition de valeur, une fonction finalement. Et tout ça finalement, bah, vous pouvez l'analyser, voir comme vous pouvez le voir en dessous, les impacts économiques et les impacts écosystémiques. Alors, ce qui est important avant de vous présenter l'outil, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle les principes, du vivant. Alors il y a plusieurs déclinaisons, mais pour faire simple, je vais vous en présenter 3 ce soir. Heu, le premier, c'était simplement considérer, enfin, dans les écosystèmes vivants, les déchets des uns sont une ressource pour d'autres. Il n'y a pas d'espèce, qui crée des déchets et qui ne sont pas utilisés par d'autres espèces. Finalement, à chaque fois, c un flux sortant pour une espèce est un flux entrant pour d'autres. C'est pour ça qu'il y a aussi, cette notion, d'imbrication entre les différentes espèces qui est vraiment importante et c'est pour ça que nous aussi, en tant qu'espèce humaine, on peut tout à fait concevoir des produits, des services qui ne génèrent pas de déchets, puisque si on le fait dès le début, eh bien, on peut, anticiper, tel ou tel déchet et donc le considérer, tant que c'est encore le cas, comme une ressource et donc peut-être plutôt le revendre, le remettre à disposition, peut-être même le réutiliser
Et ça, finalement, c'est beaucoup de bon sens, parce que finalement, ça se passe comme ça depuis des milliards d'années, tout autour de nous. Et puis surtout, deuxième principe, optimiser ce qui est déjà présent. C'est-à-dire que plus on va prioriser les ressources qui sont disponibles localement, plus on va être en mesure finalement d'être résilient. Ça, c'est aussi une notion qu'on a un peu plus découvert pendant le confinement, c'est que cette capacité à pouvoir produire, à pouvoir agir, à réagir finalement par rapport aux chocs qu'on a eu et qu'on va avoir au niveau économique, sociaux ou environnementaux, eh bien, c'est très important finalement d'utiliser ce qu'on a déjà à disposition plutôt que de continuer à aller importer des matières qui viennent de l'autre bout du monde pour des utilisations parfois très courtes. Et puis troisième principe, très important, utilisé dans les écosystèmes vivants, c'est multiplier les synergies locales. Plus on va impliquer finalement, des parties prenantes, environnantes, plus on va être en mesure finalement, de développer des savoir-faire, de développer, de la coopération et donc là aussi on améliore la résilience, des écosystèmes humains, donc des territoires, hein, pour parler, tranquillement et ça c'est aussi des principes qui sont vraiment essentiels à appliquer quand vous remplissez le circulaire Canvas. Donc comment ça fonctionne? On repart toujours du pourquoi et ça aussi dans la pensée systémique, la notion de raison d'être, de fonction est essentielle et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui oublient cette question de pourquoi finalement on est tous réunis autour de la table. Bien sûr, il y a la notion de création de valeur économique, mais pas seulement. Il faut vraiment repartir d'exemples concrets et par exemple, si on évoque une entreprise qui fabrique des voitures comme, je sais pas moi, Ford ou Honda par exemple, ils intègrent bien le fait que ils ne sont pas là pour fabriquer des voitures, ça c'est finalement, leur proposition de valeur, mais le besoin essentiel auquel ils répondent, la fonction, c'est permettre, la mobilité des gens et la mobilité finalement, bah, ça permet d'être beaucoup plus ouvert en termes d'applications. On peut fabriquer des voitures, mais aussi des camions et cetera et Honda va beaucoup plus loin. Ils se disent: «Bah, voilà, au Japon, la mobilité, pour, la population japonaise, ce sera très différent de ce qu'on a jusqu'à présent. Ça va être de permettre aux gens de rester autonomes, chez eux dans leurs habitations et donc ils sont en train de développer des applications avec des exosquelettes. Enfin voilà, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que finalement cette notion de mission, elle permet à l'entreprise, de surfer, les vagues, les tendances finalement plutôt que de continuer à faire des voitures alors que, bah, évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure par exemple, on aura de moins en moins de pétrole donc il va falloir, réfléchir différemment et c'est ce que permet cette notion de mission. Ça, c'est la première case à remplir. Ensuite, vous avez différentes colonnes. La première, c'est celle qui concerne les ressources humaines. Quelles sont les ressources humaines, les compétences finalement, dont on a besoin au sein de l'entreprise, les activités clés, les partenaires. Les partenaires, donc ce sont les compétences qu'on va chercher, ailleurs, les fournisseurs, les collectivités locales, les partenaires académiques, les associations, peu importe. On essaie d'identifier toutes ces parties prenantes. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources techniques, et puis les ressources énergétiques. Là, l'idée, c'est tout simplement identifier toutes les ressources dont on a besoin, pas uniquement, encore une fois, à la production, mais pendant toutes les étapes de vie du produit où l'entreprise est impliquée. Typiquement, si vous avez, un point de vente, eh bien, il faut compter l'électricité, dans ce point de vente, dont vous aurez besoin pour l'éclairage et cetera. À chaque fois, on essaie de vraiment considérer tous les aspects. Et puis ensuite, toutes ces ressources, qu'elles soient humaines ou tangibles, permettent de faire une proposition de valeur. Quels sont les produits, quels sont les services qui sont mis à disposition des utilisateurs ou dans quel contexte. Alors, je ne vais pas développer toute cette subtilité, mais ce qui est vraiment important, c'est vraiment qu'est-ce qu'on met à disposition, qu'est-ce qu'on vend, etc. À quel problème on répond. Et puis surtout, dernière colonne, c'est tout ce qui concerne finalement, le marché. Donc comment on fait connaître notre produit, comment on le vend dans la case distribution et puis surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on anticipe dès le début, la fin de vie, des différents composants du produit ou même des packaging
qu'est-ce que ça devient? Parce que c'est là aussi où on génère une quantité de déchets folle et ça n'a pas de sens finalement de faire ça. Donc plus on va l'anticiper, plus on peut, recréer de la valeur et optimiser l'existant et refaire plus de flux économiques avec une même quantité de ressources. Tous ces choix-là, finalement, ont un impact économique. Donc, quels sont les coûts et revenus qui sont associés à ces différents choix dans les cases centrales? Et ces choix dans les cases centrales ont aussi, des impacts sur les écosystèmes. Alors, comme je vous disais, il y a cette double notion, écosystème à la fois humain, hein, quels sont les impacts sur les territoires? Est-ce que, par exemple, on recrée des emplois locaux? Est-ce qu'on crée de nouveaux savoir-faire? Est-ce que, voilà, un petit peu quelques notions. Est-ce qu'on améliore la résilience finalement du territoire sur tel ou tel aspect? Et puis aussi, deuxième notion, sur les écosystèmes vivants, quels sont les impacts positifs ou les impacts négatifs qu'on va faire? Est-ce qu'on va polluer? Est-ce qu'on va détruire des sols? Est-ce qu'au contraire, on va les régénérer en utilisant certains types de pratiques agricoles? Est-ce qu'on va régénérer la biodiversité ou la détruire? Voilà un petit peu quelques notions qui sont importantes et qui découlent finalement des choix qui ont été pris dans ces cases-là. Hem, je vais vous montrer simplement un petit cas et comme ça vous pourrez le faire chacun de votre côté, en entreprise. On a travaillé, récemment avec une entreprise qui s'appelle Paro, qui est basée du côté de Saint-Étienne. Comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est une entreprise qui vend, de l'eau minérale gazeuse en bouteille. Alors, évidemment, vous doutez bien qu'il y a, par rapport à la question des ressources, eh bien, la question de la bouteille en plastique est évidente, et à traiter finalement et donc le PDG de cette entreprise d'une trentaine de personnes nous a, demandé de travailler avec ses équipes. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Donc là, encore une fois, je vous inviterai à télécharger le circulaire Canvas pour que vous puissiez le faire de votre côté. Et puis on a travaillé avec, différents membres de son équipe. Alors là, vous voyez, la responsable qualité, responsable commercial, responsable du labo, et puis responsable de production avec, le PDG. Et puis ils ont, retranscrit toutes les informations, correspondant à leur business model. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que de façon, alors assez rapide, hein, en 1 heure et demie, ils ont, identifié évidemment les principales problématiques qu'ils devaient gérer parce que, bah, il y avait bien sûr, le sujet du plastique, mais en fait le sujet du plastique, bah, il amenait à d'autres problèmes comme, par exemple, les connexions entre le plastique et l'eau, et ça c'est le cas pour n'importe quelle bouteille en plastique, hein, avec, tous les perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que, quand vous buvez de l'eau dans une bouteille en plastique, ben, vous avez beaucoup de perturbateurs endocriniens et ça finalement, c'est un sujet qui les producteurs d'eau enfin les distributeurs plus exactement d'eau en plastique découvrent depuis quelques années et il n'y a pas trop d'autres moyens que de changer, la matière des bouteilles, enfin du contenant en l'occurrence pour distribuer l'eau. Et donc on les a fait, travailler une nouvelle fois après pour trouver des solutions par rapport à ces problématiques. Donc là, vous voyez un peu à quoi ça ressemblait, hein, dans les grandes lignes. Et puis ça leur a permis, comme je vous disais, d'identifier les failles et les marges de progression, du business model. Et donc ça, vous pouvez très facilement le faire, en équipe. Surtout, encore une fois, je vous invite à le faire, à plusieurs. C'est pas un exercice qui se fait seul, dans le sens où il n'y a pas une personne qui sait tout. Au contraire, plus vous avez une diversité d'acteurs autour d'une table, plus vous avez des chances d'arriver à quelque chose qui soit vraiment utile. Et puis, bah, voilà, ça c'est un petit peu la fin de la mission jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils ont développé, par eux-mêmes, une nouvelle façon, de distribuer l'eau, minérale par eau, à travers une fontaine, dans des points de vente qui étaient différents puisque ça, ce sont, contrairement à avant, ils étaient vendus qu'en supermarché en région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, là, ils développent une offre maintenant pour, les magasins en vrac, de façon à ce que, bah, les gens utilisent correctement les bouteilles qui leur sont vendues et donc ce sont des bouteilles en verre qui, alors ça, c'est encore en discussion, mais qui leur sont vendues et comme ça, les gens, sont responsables des bouteilles et il n'y a pas de production de bouteilles en continu comme on peut l'avoir, jusqu'à présent.
donc voilà un peu dans les grandes lignes. J'ai essayé de respecter les 30 minutes qu'on s'était dit. En tout cas, si vous avez des questions, là, avec grand plaisir pour répondre à vos questions et heu et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, oui, c'était très bien. OK, alors, merci. Pas de questions pour moi. OK, très bien. Alors je lis quand même, le chat, alors Rémi nous dit qu'effectivement l'empathie, ça fait pas forcément partie des des programmes, scolaires en France et effectivement, je pense qu'il y a une grosse marge de progression là-dessus et effectivement, je suis bien d'accord avec vous. Hem voilà, beh, encore une fois, si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir, y répondre et puis si ça vous dit, si l'outil, vous intéresse pour vous en tant que participant, vous pouvez m'envoyer un mail. D'ailleurs, je vais le mettre dans la chat box si vous voulez et je vous envoie, si ça vous dit, un module de formation pour que vous puissiez vous former seul. Nous, on vient de développer ces modules de formation. Bah, ça, c'est un des points positifs du confinement, c'est qu'on a transformé nos formations présentielles par des formations en ligne. Et donc, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de monde à pratiquer cette pensée systémique, eh bien, on met à disposition l'outil. Alors, je finis juste là-dessus et puis je vais vous mettre le lien aussi vers le Circular Canvas pour que vous puissiez le télécharger facilement. Hem, alors et je reviens justement à la question de, hop là. Alors voilà le lien, pour télécharger, l'outil si vous voulez et puis voilà mon adresse mail si vous voulez, que je vous envoie un coupon pour, comment dirais-je? Faire cette formation en ligne et j'espère que ça vous plaira. En plus, il y a pas mal d'interactions possibles puisqu'on a ensemble un Slack. Bref, je vous la fais courte. Et j'en viens à la question de Patrick qui est: «Le Circular Canvas peut-il intervenir en modification de produits existants?» Alors oui, c'est d'ailleurs même, l'usage principal qu'on fait avec le Circular Canvas, dans le sens où les entreprises nous appellent souvent pour redesigner un produit ou éviter des problématiques liées à la commercialisation d'un produit. Donc c'est ça qui est assez pratique, c'est que plus on arrive à impliquer les parties prenantes sur cette problématique, plus on est en mesure finalement de retravailler un produit existant, mais comme on peut tout à fait recréer un nouveau produit avec ça. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir concrètement comment ça se passe. Est-ce que tu fais travailler le comité de direction ou est-ce que tu vas aller faire travailler l'ensemble des équipes? Je voyais différentes photos avec un petit groupe et puis il y avait un plus grand groupe. Donc Ouais. concrètement, comment ça se passe pour faire évoluer le business model d'entreprise classique? Ouais, tout à fait, bonne question. En fait, nous, on part du principe que, alors c'est un peu en fait, je vais faire une réponse un peu normande, c'est qu'il y a des 2. C'est-à-dire il faut qu'il y ait d'un côté les parties prenantes, sur un sujet, c'est-à-dire, bon, bah, si on est sur une problématique de reconception d'un produit, il faut qu'il y ait, bah, des designers, des ingénieurs, peut-être des commerciaux, peut-être même des utilisateurs. Mais dans le même temps, il faut aussi des décisionnaires parce que si ça reste un projet, qui n'est pas soutenu par, des décisionnaires et donc souvent la direction, bah, ça peut rester, sans suite. Donc il y a un juste mélange. Heu, Généralement l'équipe idéale, c'est entre 5 et 8 personnes parce il y a suffisamment d'interactions et de personnes différentes pour vraiment comprendre toutes les problématiques, tout au long sur toutes les étapes finalement. Et encore une fois, il n'y a pas une personne qui va savoir ça et ce mélange de 5 à 8 personnes est généralement assez approprié. Merci. Bah, de rien. Alors, est-ce que je sens une réelle prise de conscience des chefs d'entreprise sur cette problématique ou en est-on encore au greenwashing? Alors,
Moi, j'avais senti une prise de conscience là, au courant de l'année dernière. Je trouvais que on avait des questions, des problématiques de plus en plus intéressantes. Euh, Après, il y a de tout, hein. Il y a des véritables prises de conscience. Il y en a qui en sont tout juste au greenwashing. Mais moi, je trouve que les choses commencent à évoluer. Mais évidemment, c'est pas suffisamment fort, c'est pas assez puissant. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une grosse marge de progression. Et surtout, qu'on le veuille ou non, on va arriver à une économie qui sera circulaire. C'est-à-dire que quand vous aurez plus de pétrole, eh bien, enfin, quand on n'aura plus de pétrole, eh bien, il va falloir utiliser ce qu'on a autour de nous. Le problème, c'est que si on l'anticipe pas, ça va être très violent. Si on l'anticipe, eh ben là, on peut recréer de la valeur, on peut anticiper cette étape-là et on peut arriver à des choses beaucoup plus intéressantes et qui seront pas uniquement intéressantes pour l'entreprise, mais encore une fois, pour tout le territoire qui l'entoure. Euh, alors, une question de Bénédicte. Est-ce que tu as pu être en contact avec de grandes entreprises plus lentes à bouger qui ont envie de faire ce changement? Euh, alors, oui, évidemment, on est en contact avec des grandes entreprises. Ce dont on se rend compte, c'est que nous, on va pas forcément travailler tout de suite avec la direction générale, mais on va initier des projets qui vont être un peu des démonstrateurs de façon à prouver que ça marche, que ça a du sens et qu'on peut le répliquer. Donc nous, on est vraiment à l'étape, disons, tu vois, si on regardait la Coupe du Monde, on est encore au match de poule, tu vois, on n'est pas encore à la finale de la Coupe du Monde, mais c'est des choses qu'on va passer, c'est des matchs qu'on va passer petit à petit, disons, pour faire la comparaison. Une question de Lucie. Y a-t-il des régions du monde où cette problématique est plus prise en compte qu'ailleurs? Est-ce une préoccupation de sociétés développées ou riches? Alors, c'est une très bonne question, ça aussi. Alors, effectivement, on dit souvent que l'Europe est plus consciente de ces sujets-là, dans le sens où bah, on est à un niveau d'économie qui est très développé. Et finalement, dans des pays ou dans même des continents où il n'y a pas autant de richesse matérielle, eh bien, les gens veulent tout simplement croître, grandir, avoir une meilleure qualité de vie matérielle. Et donc, finalement, ces questions-là sont plus traitées effectivement, comment dirais-je, en Europe. Néanmoins, la raréfaction des ressources, elle sera évidente pour tous les pays, tous les continents. Donc, plus on va l'anticiper, plus ce sera pertinent. Et encore une fois, il faut avoir en tête l'esprit long terme, pas comme certains dirigeants comme Trump ou Bolsonaro qui vont juste penser au court terme à tout prix. Malheureusement, voilà, cette dynamique de stratégie long terme, elle est pas encore suffisamment développée et pourtant elle est essentielle. Alors, Catherine demande si le Circular Canvas est adapté à des entreprises de services. Alors oui, tout à fait. J'ai un autre cas qui me vient à l'esprit. Là, par exemple, j'ai travaillé avec Charlotte Bonenfant, qui est une ancienne SK, que j'ai rencontrée via le réseau. Et on a travaillé sur son business model. Elle fait partie de S3, qui est spécialisée dans le placement d'entreprises, pardon, le placement d'ingénieurs dans ses différents clients. Et en fait, on a trouvé 4 nouvelles idées de business model donc ça c'était en septembre, qui testent maintenant en repartant de leur savoir-faire. Donc, en l'occurrence, tout ce qui est leur savoir-faire en termes de recrutement, leur savoir-faire en termes de connaissance des marchés, etc. Et ça leur va donner de nouvelles idées pour créer de nouvelles activités parce que justement, ils étaient un peu limités sur leur marché actuel. Donc, je réponds oui, pleinement. Et ensuite, une nouvelle question de Bénédicte. Habitant aux USA depuis 2 ans, je peux vous assurer que les Américains se contrefichent de l'écologie. Effectivement, j'en doute pas un seul instant, malheureusement. Même s'il y a quand même des bons exemples d'entreprises sur place, hein. Je pense notamment à Interface, qui est le leader mondial des solutions de revêtement de sol, hein, des moquettes notamment, qui est un exemple extraordinaire dont on parle notamment dans notre livre Activer l'économie circulaire,
qui, par exemple, va dépolluer des écosystèmes marins en récupérant des filets de pêche abandonnés qui détruisent les écosystèmes puisqu'ils continuent de pêcher, et qui récupèrent ces filets de pêche en nylon et qui les réintègrent dans leurs produits. Donc, ils dépolluent et en même temps produisent sans utiliser de pétrole. Donc, voilà, encore une fois, j'imagine bien que l'état d'esprit général n'est pas génial, mais il y a des bonnes initiatives aux États-Unis. Question de Charlotte. Alors, une question par rapport au réseau circulable. Je me souviens avoir connu d'abord Wita grâce à son intervention au cours de master. Très marrant, ouais, ok, excellent. Quelle a été l'évolution pour arriver à créer Circulab? Comment sont sélectionnés les intervenants dans le monde pour représenter Circulab? Alors effectivement, au début, on a créé Wita, ça c'était en 2012, et en 2014, on a créé Circulab, qui était la méthode créée par Wita, enfin utilisée par Wita. Il s'est avéré que déjà Wita, ça s'écrivait avec 2 I, TH et 2 A, donc c'était un choix on ne peut plus idiot en termes de communication, même s'il y avait une belle histoire derrière. Et puis surtout, Wita, c'était une marque qui était utilisée que en France. Et en fait, l'année dernière, tout simplement en 2019, on s'est rendu compte que Circulab était traduit en 7 langues, qu'on avait des consultants sur les 5 continents et que finalement, les gens parlaient de Circulab, mais pas de Wita. Et donc voilà pourquoi, en fait, on a fini par arrêter la marque Wita. Et donc, on a tout réintégré dans Circulab. Donc voilà pour la première question que tu m'as posée. Pour ce qui est de la deuxième, eh bien, les intervenants dans le monde entier, en fait, sont formés pendant 2 jours, enfin maintenant pendant 5 jours finalement, puisqu'il y a une formation en ligne et une formation présentielle. Et ensuite, il y a, en fait, on fait attention à 3 critères, hein. C'est leur vision de l'économie circulaire, donc ça, c'est un entretien. Quelles compétences ils amènent et puis sur quelle zone ils veulent évoluer. Et là, après, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts avec les membres actuels. Et puis après, c'est pas mal d'échanges de bonnes pratiques, de veille. Puis on fait aussi beaucoup de formations continues de façon à ce qu'ils soient le plus efficaces possible auprès de leurs clients. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, content si tu te souvenais de mon intervention à ton master. Parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? En tout cas, merci pour Oui. toutes les questions, c'est hyper sympa. S'il te plaît, est-ce que cette méthode peut aussi être utilisée en interne pour réorganiser des process internes? Ah oui, oui, complètement. Nous, justement, on travaille principalement sur des problématiques internes. C'est-à-dire que parfois, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut inviter des clients ou des parties prenantes, on va dire, proches, connexes. Mais souvent, effectivement, on va travailler principalement sur l'interne. Typiquement, l'exemple que je vous ai présenté avec Paro, toutes les parties prenantes étaient au sein de l'entreprise. J'espère que j'ai répondu à votre question. En tout cas, je vois une question de Lucie. Alors, effectivement, alors, des ressources pour continuer à creuser ces problématiques. Alors, tu fais très bien de poser la question. Je me rends compte que j'ai oublié de le mentionner. Alors, on a créé un livre, enfin, on a écrit un livre qui s'appelle Activer l'économie circulaire, qui a été publié en 2015 des éditions Erol, qui est encore disponible, et qui a ensuite été publié en Chine et en anglais. Et donc celui-là, il est disponible. Et on a créé un podcast du même nom qui est disponible sur iTunes, Spotify, Deezer et n'importe quel Apple podcast qui s'appelle Activer l'économie circulaire. On a presque une cinquantaine d'interviews comment dirais-je, d'entrepreneurs, de dirigeants, de collectivités locales, etc., qui ont activé l'économie circulaire et qui peuvent être tout à fait inspirants. Donc, n'hésitez pas, je vais aussi vous envoyer le lien, comme ça, si vous voulez l'écouter, n'hésitez pas. Et puis en plus, si vous pouvez nous mettre un petit avis sur iTunes, ça nous permet de remonter dans les classements. Hop, je vous envoie ça tout de suite. Et voilà, n'hésite pas. Pardon, j'ai pas mis au bon endroit. Clac.
Normalement, ouais, vous avez accès au dernier épisode et d'ailleurs, on vient de sortir le dernier épisode aujourd'hui. Patrick, si tu veux reprendre la parole, n'hésite pas. Non, je reprendrai uniquement la parole pour un petit mot de conclusion. Je ne sais pas s'il y a encore On arrive à peu près au bout de l'horaire convenu. Donc bon, il y a encore la place pour pour poser des questions. N'hésitez pas, allez-y, profitez de Brieux pendant qu'il est là. Brieux, une question un peu iconoclaste. Est-ce qu'on s'orienterait vers une sorte de décroissance? Alors ça, c'est toujours la grosse question. Euh, C'est un peu pour ça que je le demande. mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, je suis pas persuadé qu'on peut mobiliser les gens sur de la décroissance. Néanmoins, qu'est-ce que la croissance finalement? C'est la croissance d'un seul indicateur qui est le PIB, qui est quand même un indicateur qui existe seulement depuis les années 40, qui dès le début a été remis en question, mais finalement qu'on a continué d'utiliser alors qu'on est conscient qu'il a plein de limites. Et on est tout à fait, enfin encore une fois, hein, utiliser seulement un critère quantitatif sur une économie, bah, c'est désastreux parce qu'en fait, ça nous fait détruire tout le reste. Et donc, c'est vraiment important, je pense, de se dire que non seulement on ne peut pas mobiliser les gens pour faire moins, hein, je pense que l'essence même de la vie, c'est de la régénérer. Et donc, il faut se dire que oui, d'un point de vue économique, on va faire moins, ça c'est évident, hein, il y aura moins de ressources. Néanmoins, on peut tout à fait aller vers une forme de croissance de la vie, de régénération de la vie, des écosystèmes vivants, parce que bah, là, on voit des forêts qui brûlent, des parties entières de mer ou d'océan qui meurent et qui ne produisent plus d'oxygène. Et ça, je pense que c'est des projets qui peuvent mobiliser l'humanité tout entière. Et donc, pour répondre finalement à ta question, je dirais décroissance économique, oui, par la force des choses. Néanmoins, on peut tout à fait arriver à une forme de régénération de nos écosystèmes et de notre façon de vivre et qui peut mobiliser beaucoup plus qu'un projet de décroissance pur et simple. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, plutôt piloter la décroissance plutôt que se l'avoir imposée, quoi. Oui, oui, parce que de toute façon, cette dynamique de ressources, il faut bien partir du principe que le pétrole, ça fait seulement 100 ans et finalement tous les autres humains avant, n'en ont pas eu. Ils vivaient, plus ou moins de façon moins confortable, hein, on ne peut pas se le cacher. Mais néanmoins, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant toute cette période-là, on a une quantité de savoir qu'on peut réutiliser, qu'on peut développer, qui peuvent nous permettre de vivre de façon, peut-être, tout aussi heureuse, mais peut-être moins confortable, mais tout aussi heureuse au moins. Bon, c'est vrai que l'obsolescence programmée telle qu'elle avait été instillée, pas ouvertement, mais réellement dans les chaînes de production, on peut l'associer quand même à un crime contre l'humanité. Et le développement des recycleries pourrait être aussi un scénar relativement intéressant et positif par rapport au changement de mentalité et le succès Et de ces différentes ce que tu recycleries, évoques, quoi. ce business model du renouvellement, finalement, c'est un business model qui est possible que quand on a des ressources qu'on considère illimitées. Mais l'idée, justement, encore une fois, de cette conférence, c'est de dire, mais sortons de cet état d'esprit-là et partons du principe qu'on va être sur des modèles où il va plus falloir viser le renouvellement, mais des des business models d'optimisation d'existants. Ok, très bien. Des questions encore? Merci Catherine pour le feedback en tout cas. Bon, de toute façon, cette émission a été enregistrée. Voilà, j'ai du mal, moi. A été enregistrée et vous aurez donc la possibilité de la revoir pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. On est resté au-delà de 32 à 35 participants quasiment tout le long. Donc, on n'a peut-être pas eu autant d'inscrits, de présents que d'inscrits, mais au moins ceux qui étaient là sont restés accrochés. Merci infiniment, Brieux, en tous les cas. J'espère, n'hésitez pas à nous faire des remontées, des suggestions d'amélioration ou autres. De toute façon, comme je le disais aussi, le Covid a changé nos vies. Il va changer aussi nos moyens d'animation du réseau Alumni.
On va continuer à être en présentiel parce que pour nous, c'est notre essence génétique, je dirais. On a besoin de se toucher, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de faire du présentiel réellement. Mais, bah oui, clairement. Hein. Et ça, on s'en est bien rendu compte. Pendant 3 mois, on n'a pas pu justement avoir ce type de relation, surtout nous Français qui sommes quand même relativement tactiles entre les bises, les accolades et le serrage de main systématique. On a vu qu'on manquait. Mais contre nécessité fait, il faut faire bonne figure de toute façon. Et là aussi, ça nous a montré des possibilités à travers la télévision SK Alumni de pouvoir continuer à faire vivre cette communauté. Merci vraiment beaucoup à tous les participants. Merci encore à toi, Brieux. On peut relayer d'autres. Vous voyez nous, on est là en tant qu'association pour enlever tous les problèmes logistiques et réellement vous concentrer sur ce que vous voulez faire réellement. Nous, on s'occupe de tout le reste. Les réservations de resto, la collecte des participations aux frais ou autres, si vous voulez faire un événement, les anniversaires de promo et ainsi de suite. On est là vraiment pour vous enlever tous les soucis. Vous apportez juste votre talent, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup à tous en tous les cas. À très bientôt. Et n'oubliez pas, réservez votre 17 septembre pour les SK Awards. Et puis, si vous reste un petit coup de taxe d'apprentissage, on nous l'a toujours tous fait pendant nos études. Donc, n'hésitez pas à verser votre taxe d'apprentissage, vu que le délai a été repoussé à la fin juin, à l'ESCA. Merci à tous. À très bientôt. Merci. Au revoir.